Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Évasion Guinée, sur Évasion TV. Vous êtes les bienvenus dans ce dernier numéro de votre émission. Rien à cacher, votre tribune d'expression, votre espace de débat qui vous parvient du lundi au jeudi sur nos antennes. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité sociopolitique et pourquoi pas économique en Guinée. L'actualité politique qui reste toujours dominée par ces débats autour du retard de l'installation des élus locaux en République de Guinée. L'actualité politique qui reste focalisée sur ce qui se passe au port autonome de Conakry. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives d'explication. Il y a même du côté du gouvernement certaines annonces qui ont été faites, mais les syndicalistes restent droits dans leurs bottes. Alors on redoute notamment la perte d'emploi de ce côté, mais est-ce que ce sont des craintes qui sont justifiées? Nous allons en parler dans un instant dans votre émission Rien à cacher avec notre invité de parcours, Souleymane Si Savané. Monsieur Savané, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. Merci à vous. Vous êtes le président de l'URG. L'URG, c'est l'Union des Républicains de Guinée dans un instant. Donc, vous allez revenir sur les raisons qui ont prévalu notamment à la création de cette formation politique. À mes côtés, Sekou Keita, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Assouri et bonsoir à notre invité. Mfali Guilabogui, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Assouri, bonsoir aux téléspectateurs, aux éditeurs et à notre invité. L'Union des Républicains de Guinée, l'URG, c'est un parti qui n'est pas suffisamment connu en Guinée. Sa création remonte à quand? Et l'Union des Républicains a été créée au mois d'août 2016, qui a été créée par un certain nombre de cadres d'enseignants de ce pays. Alors nous avons constaté un vide politique dans ce pays. C'est pourquoi après avoir acquis des compétences dans le monde entier, nous avons décidé de mettre un parti politique qui puisse répondre aux attentes des Guinéens. Jusqu'ici, vous savez bien, nous avons confié les destinées de ce pays à nos aînés qui n'ont pas pu nous rendre, qui nous restituer ce qu'on attendait d'eux. Donc voilà l'une des motivations. Alors notre objectif principal, c'est d'être au pouvoir en 2020, hein, on ne s'en cache pas d'ailleurs. Hein. Ouais. Nous avons pu avoir des forces résistantes qui puissent nous appuyer dans le bon sens pour qu'on puisse essayer de proposer à la jeunesse guinéenne, la couche juvénile, ce qu'on appelle le kit d'emploi. Ouais. Voilà. Alors un parti créé en 2016 qui aspire déjà à gouverner le pays en 2020, est-ce que ce n'est pas une ambition démesurée? Alors, vous pouvez appeler ambition démesurée, ça dépend de la démarche que nous avons pu mettre en place jusqu'ici. Vous savez bien que, comme on le dit souvent, pour atteindre un objectif, il va falloir que vous cherchiez à réguler les éléments nécessaires qui puissent vous porter au pouvoir. Alors nous, on a commencé par quoi? Par ce qu'on appelle l'implantation des comités de base. Ce qui est aujourd'hui n'est pas en corrélation avec certains partis politiques. Nous avons parcouru toute la Guinée entière afin que nous puissions essayer d'expliquer aux Guinéens la nécessité de créer un parti politique qui puisse donner la bonne saveur juvénile pour rompre complètement avec les pratiques anciennes des partis politiques qui sont en déficit total des projets de société. Ils peuvent avoir et mettre des projets de société qui ne répondent pas et qui ne sont pas appropriés aux besoins guinéens. Donc la nécessité de créer la création de l'URG, c'est quoi? C'est de redonner à la jeunesse guinéenne sa dignité perdue. Vous savez bien que nous avons donné, c'est-à-dire tentation aux jeunes Guinéens de regarder en dehors de la Guinée, alors qu'en Guinée nous avons tout ici. Le manque d'organisation fait qu'aujourd'hui on est incapable de redonner à cette jeunesse-là, c'est-à-dire le rêve qu'ils ont souvent bercé jusqu'ici. C'est pas un discours nouveau quand même. La plupart des partis qui se créent, on parle de cette jeunesse laissée pour compte, on parle de l'échec de la vieille génération, entre guillemets, à pouvoir subvenir aux besoins primaires des populations guinéennes. Mais qu'est-ce qui va faire votre particularité par rapport à ces partis déjà existants? Alors vous avez bien noté, nous, qu'est-ce qu'on a proposé à la jeunesse guinéenne? Nous avons dit à la jeunesse guinéenne qu'il faut se lancer à la recherche des qualifications. Vous savez, on peut bien dire que oui, la jeunesse est abandonnée, mais qu'est-ce que vous avez proposé à cette jeunesse-là? C'est pourquoi nous sommes dit que tout simplement, il faut d'abord essayer de fédérer un certain nombre de jeunes talentueux qui puissent essayer de donner, c'est-à-dire inciter les autres jeunes à la réussite. Comment le faire? Nous avons dit, si nous prenons la colonne statistique de la population guinéenne, on peut cocher déjà qu'on ait moins de 13 millions d'habitants. Donc nous avons essayé de penser tout simplement dans notre politique de collaboration, d'amélioration des conditions de vie des jeunes. Nous avons tout simplement proposé à la jeunesse guinéenne que nous allons prendre une fourchette de 3 à 4 millions d'habitants pour créer un modèle de Guinéen. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de Guinéen? C'est de proposer à ces jeunes Guinéens une politique de formation à la recherche des qualifications. Vous savez bien qu'on parle de l'emploi jeune. L'emploi jeune ne peut être
atteint si nous ne donnons pas les moyens à cette jeunesse à se former. C'est pourquoi nous avons des centres d'apprentissage ici qui ne jouent pas leur rôle. Pourquoi ils ne jouent pas leur rôle? Parce qu'ils ne sont pas outillés. C'est pourquoi nous, dans notre démarche de CES, nous avons dit à la jeunesse, nous avons dit pour décrocher le bien-être, il faut trouver d'abord, il faut se mettre dans le bain de l'employabilité. Pour trouver ce bain d'employabilité, il faut qu'on recherche ce qu'on appelle la qualification. D'où notre démarche, la trajectoire que je vais vous donner est très linéaire. Nous avons dit pour trouver de l'emploi, il faut d'abord être qualifié. Et pour être qualifié, il faut être formé à la base. Et cette formation demande un certain nombre de degrés d'outillage qui puissent permettre à ces jeunes-là de comprendre qu'après avoir décodé ces moyens de formation, ils seront employables. Et une fois qu'ils gagnent cette employabilité, c'est les entreprises qui vont courir après notre centre d'apprentissage pour demander ces enfants, ces jeunes qui sont déjà outillés, pour qu'ils puissent trouver ce qu'on appelle de l'emploi. Et cet emploi-là, pour qu'il soit pérenne, il faut déjà donner les moyens nécessaires à cette jeunesse-là, ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat. C'est ce qui manque aujourd'hui. Au-delà, il y a un attrait avec les formations. Ces formations, nous avons déjà commencé à introduire un certain nombre d'entreprises qui sont déjà là, sur place. Nous avons déjà évalué leurs besoins. Et ces besoins-là, c'est ce qu'on va essayer de diffuser dans les différents centres d'apprentissage pour que les besoins des entreprises soient vraiment enseignés dans ces centres d'apprentissage, dans les universités, pour que nous arrêtions à former des diplômés qui ne servent rien à la nation guinéenne. C'est pour que ça prenne à chaque jeune son utilité d'être guinéen. L'autre question, d'accord, justement, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir peut-être un déséquilibre entre ce que vous offrez ou ce que vous proposez à ces jeunes et leurs demandes? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez essayé de sonder un peu? Parce que quand on observe, on sait qu'en Guinée, il y a l'argent qui domine, comme le disait Dr Makandira la dernière fois. Chez nous, l'argent remplace tout. Partout, c'est le problème d'argent qui se pose. Les leaders qui sont venus avec de l'argent, on a vu leur score pendant ces scrutins. Est-ce que vous ne risquez pas d'être confronté à de telles situations quand il s'agit des questions électorales? Moi, je pense qu'il faudrait tout simplement essayer de revoir. Utilisez votre micro, s'il vous plaît. Il faudrait que nous comprenions une chose en Guinée. Apprenons aux jeunes Guinéens la culture d'investissement à long terme. C'est-à-dire, c'est de la projection. C'est très important ce que j'avance. Et c'est ce que nous enseignons c'est-à-dire à chaque occasion que nous nous déplacions pour rencontrer un groupe de jeunes. Alors, quel est l'avenir de ce pays? Qu'est-ce qui vous réserve demain matin? C'est-à-dire, nous avons segmenté notre démarche. C'est-à-dire, par rapport au passé du jeune et ce qui vit actuellement et ce qui va venir demain. Donc, ces trois segments permettent de relier un véritable corrélation qui puisse aider ces jeunes-là à comprendre, à se remettre en question. Donc c'est pourquoi nous avons demandé, comme vous dites, c'est vrai, nous avons vendu cette culture d'investissement opaque aux jeunes Guinéens, c'est-à-dire on leur donne les moyens pour déjà assurer leur conscience. Moi je pense que pour détruire cette démarche-là, pour démanteler ce genre de choses, il faut tout simplement inciter les jeunes, les mettre dans l'anticipation pour qu'ils puissent comprendre désormais que ce parti politique a un programme pour nous. Ce parti politique n'est pas là pour anesthésier nos consciences. Ce parti politique est là pour nous expliquer, c'est-à-dire, si vous voulez, la faisabilité du contrat qu'il est en train de nous vendre. C'est pourquoi nous donnons le moyen à tous les jeunes Guinéens de nous contacter, de discuter. Nous organisons des séminaires, des rencontres dans les quartiers, dans tous les quartiers de la Guinée, pour qu'ils puissent comprendre que URG est un parti qui est là pour sortir la jeunesse guinéenne de la misère, de la précarité dans laquelle ils se sont... D'autres leaders ont déjà tenu de tels discours, ont eu de telles démarches. Qu'est-ce qui vous garantit qu'ils pourront vous porter confiance? Je ne vais pas vous laisser vous étendre là-dessus, parce que ces leaders-là, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'ici? Ces leaders-là, nous avons vu qu'est-ce qu'ils ont apporté, c'est-à-dire si vous voulez, à la construction du développement économique de la Guinée. Moi, je dis que quand vous appelez les leaders, c'est-à-dire remettons à César ce qui apporte à César. Qui sont les leaders politiques en Guinée aujourd'hui, jusqu'ici? Qui sont ces leaders politiques? C'est des gens qui se sont servis, c'est-à-dire qui ont contribué à la définition de l'économie nationale de ce pays-là. C'est parce qu'aujourd'hui, quel est le manteau que les Guinéens, les leaders politiques se portent? Ils mettent. Parce que c'est quand ils sont démis de leur fonction, ou après avoir détourné les deniers publics, qui se reconvertissent pour créer des partis politiques. Et c'est pourquoi dans l'URG, nous, dans notre pochette qu'on appelle ça, de réforme, vous n'allez pas pointer du doigt un cas de l'URG qui a détourné un fonds public. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, dans votre équipe, il n'y a pas quelqu'un qui aura été ministre ou qui a occupé un poste de responsabilité supérieure dans ce pays. Alors nous appelons cela de la responsabilité. Nous avons un devoir d'État à restituer à ce peuple-là. Nous savons qu'est-ce que c'est que la précarité, le degré de précarité que le Guinéen traverse au quotidien. C'est pourquoi nos choix sur nos dirigeants, c'est-à-dire nos responsables de ce parti, nous ne laisserons pas, c'est-à-dire nous avons un filtre conscient qui permet de comprendre
qui peut être avec l'URG, qui peut faire quoi en Guinée. Alors avec cette démarche, ces catalogues de démarches, je pense que nous pourrions atteindre nos objectifs. Parce que vous savez que la conscience est un vecteur qui permet c'est-à-dire de détruire le système de développement d'un pays. Oui. Il faut, pour être dans l'URG et servir ce peuple, il faut d'abord lancer un regard sur ton passé. Voilà, monsieur Sissavané, donc qui est d'ailleurs, s'il faut le dire, le plus jeune leader politique. L'un des plus jeunes. D'accord, donc l'un des plus jeunes parce qu'il n'a que... J'ai 36 ans, donc... Voilà, 36 ans et qui aujourd'hui veut briguer la magistrature suprême. En 2020. En 2020, et à l'écouter un peu, c'est comme un peu quelqu'un qui a évolué en Occident, il a fait tout son temps en Occident, donc il veut transporter... si vous voulez, cette mentalité en Guinée, c'est qui est quand même à saluer parce qu'il est quand même rare de voir des jeunes comme lui et se lancer en politique, avoir cette ambition. Mais maintenant, ce que moi je redoute, vous venez dans un pays avoir un peu la carte politique de la Guinée, on assiste à une sorte de foisonnement des partis politiques. Tout à l'heure, je vous ai entendu fustiger le comportement des acteurs politiques de l'opposition de la mouvance présidentielle. Alors on a envie d'en savoir, puisque vous voulez faire la politique autrement. On a vu Macron quand il est arrivé en France, beaucoup ne pensaient pas qu'il allait briguer la magistrature suprême. Nous souhaitons que vous fassiez aussi la même chose, puisque vous avez fait tout votre temps en France. Mais ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, quel est votre positionnement politique, puisque vous dénoncez non seulement la gauche, mais aussi la droite. Quel est votre positionnement politique aujourd'hui? Merci, M. Fali, de votre question pertinente. Moi, j'aimerais mettre une couche là-dessus. J'ai une rectification à faire par rapport à mon parcours, M. Fali. Je ne suis pas un étranger pour la Guinée. Je suis né en Guinée. J'ai fait mes études primaires et secondaires ici, mais j'ai commencé mes études supérieures à l'université de Conakry. Je suis allé en France dans le cadre des études supérieures. Retenez très bien, des études supérieures, c'était vraiment d'acquérir une formation pour que je puisse être utile à ma nation. Attention, je ne suis pas de la diaspora, il faut rappeler. Hein? Donc, ma fréquence par rapport, même si je suis en dehors de la Guinée, ma fréquence en Guinée est très élevée. J'en viens. Laissez-moi juste rappeler que je ne suis pas de la diaspora. Pourquoi je nie? Il ne faut pas que les gens me collent cette étiquette que je ne suis pas, je ne connais pas la Guinée. Donc, j'ai commencé déjà à enseigner en Guinée avant de partir en France. J'ai été professeur de mathématiques dans plus de 4 lycées de Conakry. Donc, ceci dit, ça veut dire que on avait eu des débats déjà sur la gestion politique de ce pays-là, économique de ce pays, avant même de rallier la France. Est-ce que vous comprenez tout ça? Alors, au-delà de ça, je suis connecté en permanence sur l'évolution politique, économique de cette nation. Ceci dit que le souci qui m'anime, qui m'empêche aujourd'hui de dormir, c'est pour que les Guinéens puissent retrouver ce qu'on appelle le bien-être. Donc, mon engagement en politique, je le dois tout simplement à une colère. Une colère tout simplement parce qu'il y a un vide politique, c'est-à-dire des gestions dans ce pays-là. Donc, au-delà de ce que je dis, ce n'est pas du plagiat, je ne suis pas en train de copier un modèle européen pour venir imposer ça aux Guinéens. Ce n'est pas du tout. C'est après avoir mené de très longues années de diagnostics qui ont pu répondre aux besoins des Guinéens, bien sûr, il faut le dire. J'ai commencé d'ailleurs par cette démarche-là. J'ai fait des interrogations, des Conakry sur Yomou pour écouter les Guinéens, cerner le problème guinéen, voir quelles solutions apporter au problème des Guinéens. Donc c'est là que nous avons pu élaborer un projet de société qui puisse vraiment aider ce peuple-là. Nous avons dit, pour aider un peuple, il faut d'abord le connaître et connaître ses problèmes. Identifier les causes et la nature de ses problèmes, prendre conscience du ferment, de la souche de ces problèmes et disposer également des outils efficaces pour mesurer les degrés de précarité que les Guinéens traversent au quotidien. Monsieur Ibrahima Souri, je vais insister là-dessus. Pourquoi? Parce que la Guinée est un pays où on est incapable de mettre des cellules de réflexion pour résoudre un certain nombre de problèmes. C'est ce qui nous a poussé à bercer ce qu'on appelle la délinquance électorale. Aujourd'hui, on ne peut pas appeler les citoyens guinéens aux urnes et qu'on soit vraiment incapable de restituer, c'est-à-dire la volonté des urnes. Je m'inscris en faux pour dire que ce gouvernement actuel, cette opposition actuelle républicaine, qui ont pu faire un deal électoral pour empêcher le Guinéen d'être fier de son bulletin qu'il a pu poser dans les urnes. Donc c'est pourquoi j'interpelle tous ceux qui ont les acteurs de cet accord mafieux à encourager ce qu'on appelle la délinquance électorale. Donc je condamne avec véhémence
ce qui s'est passé en Guinée. Ce peuple-là ne mérite pas ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on va en parler. On va en parler quand même. On va en parler. J'ai posé une question qui n'est pas... La question qu'il a posée par rapport à notre positionnement politique, je l'ai toujours dit, je martelais toujours. Je n'arrive pas à me retrouver dans la classification politique guinéenne actuelle, dans la mesure où je suis incapable, c'est-à-dire de m'allier derrière la mouvance qui est en train de me prendre le goût d'être guinéen d'un côté. Je suis le représentant d'un certain nombre de Guinéens frustrés dans le monde entier, qui, en les écoutant, ils ont perdu la dignité d'être guinéens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas essayer de comprendre, c'est-à-dire l'agencement, la démarche, le taux d'avancement de l'addiction de ce pays est comparé à notre pays. C'est honteux aujourd'hui quand vous voyez la façon dont ce pays est géré de se réclamer guinéen. Ça, mais la Guinée n'est pas le dernier pays d'Afrique. La Guinée n'est pas le dernier pays d'Afrique sur le plan développement. C'est que Dieu a été très généreux avec ce pays-là. Ouais. Dieu a tout donné à ce peuple-là. Mais il y a un groupe d'individus qui, par la mauvaise foi, qui ne sont pas à mesure de restituer à ce peuple-là, c'est que nous méritions, c'est ce qu'il faut rappeler. Et d'un côté, et nous avons, la situation guinéenne, c'est comme si on me posait une combinaison alimentaire, une assiette avec une belle combinaison alimentaire, dont le contenu de l'assiette ne répond pas, moi, à mon goût, à mon appétit. Donc c'est ça la situation qui se pose aujourd'hui. Le peuple est en train de noyer. À gauche, on voit une opposition républicaine qui est incapable de nous sauver de la noyade, et de l'autre côté, c'est-à-dire une mouvance qui se moque quasiment, c'est-à-dire de son peuple, et ils sont capables de nous sauver. Alors, ça veut dire quoi? C'est de là est venu déjà les motivations d'un certain nombre de jeunes qui ont compris aujourd'hui. Si on ne se réveille pas et qu'on arrive à s'inscrire dans l'anticipation, nous allons encore rater le rendez-vous de 2020. Oui. Pourquoi on va rater? Mais est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que ce n'est pas une erreur de réduire la classe politique à l'opposition républicaine? Non. Ou tout au moins à la... Mais il y a des partis politiques aujourd'hui, à l'instar des UVFR, qui n'ont pas coché d'être dans l'opposition républicaine. D'accord. Il y a aujourd'hui la neutralité qu'on peut apporter dans ce sens, dans cet aspect. Moi, je pense qu'il faut tout simplement... L'URG est un parti politique qui n'arrive pas à cocher une position nette par rapport à la classification de bord politique. La position nette, ça veut dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, vous réclamez du centre? Voilà la question. Vous n'êtes ni de l'opposition, ni de l'opposition. Nous sommes ni de la mouvance, ni de l'opposition républicaine. J'insiste là-dessus. Mais est-ce que ce n'est pas un mauvais calcul politique? Alors, est-ce que vous n'êtes pas de l'opposition plurielle alors? Alors, de l'opposition plurielle, ça dépend de la connotation qu'on peut donner à cette saveur-là. La résonance qu'on peut donner à cette saveur-là. Qu'est-ce que j'appelle le mot, c'est-à-dire la démarche Nini? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous n'arrivons pas à voir réellement quel est le protocole de démarche que l'opposition a mis en place pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. C'est pourquoi nous, on avait commencé à nous donner l'étiquette centriste. Mais on s'était dit, être centriste, ça demande des fois de collaborer avec un certain nombre des acteurs politiques pour améliorer. Mais si je vois que, jusqu'ici, après des années d'observation, que ni la mouvance, ni l'opposition ne répondent pas aux exigences de ce parti, il me semble que nous allons nous donner une autre étiquette qu'on va inventer, soit nous sommes de l'opposition plurielle, mais ça dépend de la coloration qu'on peut donner. Est-ce que ce n'est pas un péché? Est-ce que c'est pas un péché originel que vous êtes en train de commettre là? Par le passé, on a entendu certains leaders dire nous ne sommes ni de la mouvance ni de l'opposition, et finalement aujourd'hui, ces hommes politiques se sont rangés soit dans l'opposition, soit dans la mouvance. Est-ce que finalement, lorsque vous allez vous lancer dans la vraie bataille politique et vous allez vous rendre compte que l'idéal que vous défendez n'est pas le bon idéal, est-ce que vous ne regrettez pas votre position actuelle? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Alors, vous comprenez très bien l'incompréhension que je manifeste à l'égard de notre choix politique par rapport à cette classe est motivée par quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi on est incapable de rallier un groupe? C'est parce que le manque de sérieux de ces acteurs à l'égard du peuple, c'est-à-dire aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, nous empêche de faire un choix de ralliement par rapport à ces acteurs-là. Alors, pour revenir à votre question, si c'était un péché ou pas, alors cette question-là, ce n'est pas la première fois de l'entendre. Parce qu'il y a des jeunes Guinéens qui sont toujours posé la question, pourquoi nous avons aujourd'hui un dégoût total à la politique guinéenne? C'est parce que vous qui parlez, M. Sissavani, vous qui êtes venu nous rencontrer, est-ce que vous n'êtes pas là pour chercher un poste? Voilà les questions qui taraudent ces jeunes Guinéens. Est-ce que vous n'êtes pas là pour faire comme, pour vous mettre dans la même démarche que
à l'instar d'Aboubacar Sylla aujourd'hui qui est le porte-parole, qui a été porte-parole de la mouvance, de l'opposition, l'opposition, et qui se retrouve aujourd'hui porte-parole de ce gouvernement. C'est pourquoi ce monsieur a perdu sa langue. Il ne peut pas être fier aujourd'hui d'être porte-parole du gouvernement dans la mesure où les archives encore. Laissez-moi une dernière couche. La politique n'est pas une religion. Non mais qu'est-ce que se passe un peu ça dépend? partout. Ça dépend de la volonté et le projet qui vous anime à l'égard de la souffrance de votre population. Ouais. Vous savez bien, Mais il faut que nous c'est sortions de le cette temps. façon d'échafauder les phrases. La politique n'est pas une religion. Ça dépend de la raison qui m'a motivé à me lancer en politique. Moi, je suis un mathématicien. J'ai fait des études de mathématiques fondamentales. Je suis docteur en mathématiques fondamentales à Paris 6, Paris-Sorbonne. Mais pourquoi un mathématicien puisse vraiment essayer de mettre le nez en politique? Demandez cette raison. C'est parce que j'ai compris que nous ne pouvons pas aller acquérir tout ce savoir-là et qu'on soit incapable d'apporter une réforme pour cette nation. Et pour apporter cette réforme-là, vous allez voir, dès qu'on commence à entamer, il y aura des blocages parce que tout est politisé dans ce pays-là. Alors, Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, Oui. pourquoi nous nous sommes engagés en politique? Nous voulons donner à ce peuple-là, c'est-à-dire ce qu'il a manqué pendant des 40 ans, pendant 50 ans. Ce peuple ne mérite pas cette souffrance-là. Et ma proposition, c'est quoi? C'est une bonne politique sociale pour ce pays-là, qui passe tout simplement par commencer par informatiser et répertorier tous les Guinéens qui sont dans le besoin. D'accord, mais est-ce que... parce que tous les Guinéens sont dans le besoin. Est-ce que vous ne ressemblez pas alors à ce bébé qui veut traverser la forêt pieds nus, seul en quelque sorte? Vous savez que dans la vie, pour réussir dans la vie, ça demande un certain nombre de temps de réflexion. L'économie, c'est-à-dire, si vous voulez bien, le temps de la réflexion est une économie du temps. Si vous prenez votre temps, vous arrivez à bien concevoir ce que vous voulez, l'objectif que vous voulez atteindre, le temps reste et demeure le seul, c'est-à-dire un élément important pour pouvoir atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne sommes pas lancés dans ce monde, dans cet univers politique, c'est-à-dire en se disant, tentons le coup. Mais on peut tenter le coup, mais nous savons, c'est-à-dire nous avons la conscience que nous allons atteindre notre objectif. Dans la mesure où ce n'est pas juste, nous ne sommes pas lancés dans une démarche de conjecture pour dire on va essayer, peut-être ça va marcher ou ça va pas marcher. Ouais. Mais non, je sais que il y a un besoin urgent Oui. Et ce de secourir ce peuple. Il y a un besoin urgent de secourir ce peuple. Oui, mais le problème, c'est qu'on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, pour nous, dire que les Guinéens sont dans le besoin, ce n'est pas une nouveauté. Dire qu'il y a malgouvernance dans le pays, on vient corriger cette malgouvernance, ce n'est pas non plus une nouveauté. Vous êtes porteur aujourd'hui d'idées, des idées qui vont dans le sens du développement de notre pays. Et vous aspirez à la magistrature suprême d'ici à 2 ans. Oui. Et vous comptez faire cavalier seul. Est-ce que finalement, vous n'allez pas vous casser la figure? Alors, moi je pense que vous m'avez collé une étiquette, c'est-à-dire de monopoliser une démarche. Mais C'est l'impression que vous nous donnez. Alors, monsieur, si ça veut, moi je suis juste porteur d'idées. Je me suis fait entourer par un certain nombre de cadres guinéens, des jeunes Guinéens, qui a été établi à travers une échelle de qualification, des statuts sociaux. Donc, ça veut dire que tout ce que j'entends d'émettre ne vient pas forcément de moi. Je suis le représentant d'un certain nombre, d'une catégorie de Guinéens qui ont coché un certain nombre d'exigences qui puissent apporter l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Mais J'en viens. est-ce que vous n'avez pas trouvé de parti politique aujourd'hui en Guinée qui mène le même combat qui est aussi le vôtre? Bah oui. Il n'y en a pas. Bah oui, mais si toutefois, après avoir rencontré pas mal de leaders politiques en Guinée, après avoir écouté ces leaders politiques, je ne veux pas dire que je ne vois pas, c'est-à-dire dans leur façon d'expliquer leur démarche politique, je ne vois pas que je ne peux pas prendre, c'est-à-dire des propositions concrètes qui vont c'est-à-dire à l'amélioration, aux politiques de développement de la Guinée. Mais je pense que si on retire ce qu'on appelle la démagogie politique, c'est-à-dire la trahison politique qui est en train de nuire les Guinéens, je pense que il y a très peu de Guinéens, il y a très peu de leaders politiques qui puissent atteindre, c'est-à-dire qui puissent répondre à nos attentes. Parce que nous avons des critères. Il y en a quand même. Oui, d'accord, mais nous sommes en train de multiplier nos rencontres. Peut-être qu'il y aura un groupe, c'est-à-dire des leaders politiques, qui puissent nous comprendre, notre lutte, qui puissent nous comprendre, et que dans l'autre sens, nous pouvons aussi leur comprendre, mais à condition que nous ne sommes pas là pour faire le même jeu politique comme ceux que nos aînés ont fait. Des partis qui existent déjà, qui sont implantés aussi sur l'ensemble du territoire national depuis plusieurs années. Est-ce que vous pensez, le jour auquel vous parviendrez sûrement à un accord avec ces partis politiques, est-ce que vous pensez
qu'on vous laissera mener ce combat. Autrement dit, est-ce qu'ils vont renoncer à votre profit pour ces élections de 2020-là? Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est clair. Vous savez bien ce que vous avez avancé, les alliances, c'est une chose. Mais ce qu'on appelle être fidèle au peuple et ses exigences, c'est ce qui manque à nos leaders politiques aujourd'hui. J'en viens. Pourquoi je l'ai dit? Nous n'avons pas dit qu'on ne va pas se mettre avec un parti politique pour vraiment discuter du problème guinéen. C'est pourquoi j'aimerais même que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui soit un peu détourné. Pourquoi ça détourné? Parce qu'il faut qu'on parle du problème des Guinéens. Les projets pour la Guinée, les propositions concrètes pour ce pays-là. On ne va pas se mettre dans les mêmes étiquettes que ces partis politiques parce qu'ils ont toujours des tunnels politiques sans aucune proposition. Vous donnez l'impression que vous avez presque le même programme politique. Ah non, mais c'est ce qu'on entend dans ce studio. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Moi, je voudrais dire aux Guinéens d'expliquer aux Guinéens comment ils se déplacent, comment ils se nourrissent, comment ils s'alimentent, comment ils se soignent, c'est-à-dire quelle est la politique d'emploi qu'on puisse leur proposer afin qu'ils puissent sortir du manque d'emploi. Moi, le parti politique, l'URG, s'inscrit dans cette démarche-là. Je pense que si nous devons tous parler de la politique de la même façon, je pense qu'on est encore loin d'atteindre l'objectif qu'on est en train de se fixer. Allez, il fallait qu'il alors, monsieur Sissavani, on vous a entendu. On a aussi suivi un peu le contenu de votre programme de société. Vous prenez en compte les problèmes des jeunes, les problèmes des femmes, bref, du peuple de Guinée. Alors, mais aujourd'hui, vous fustigez la façon dont le pays est en train d'être géré. Alors, cette petite question, si vous êtes aujourd'hui approché par le pouvoir en place en vue de mettre en œuvre tout ce que vous voulez exécuter en 2020. Allez-vous accepter de travailler avec ce pouvoir, oui ou non? Et la deuxième question, vous avez une formation politique qui vient de naître. Qui parle de politique parle de moyens nécessaires. Dites-nous dans ce studio, qui est le parrain, qui est le financier de l'URG? D'accord. Alors, par rapport à la première question, M. Fali, j'insiste là-dessus. Je ne vais pas travailler avec le gouvernement d'Alpha Condé. Et pourquoi? Et la raison, elle est simple. Mais vous avez quand même des proches qui sont dans ce gouvernement. Nous rappelons que vous pouvez changer d'avis. Les pessimistes d'aujourd'hui ont été tout simplement les gens qui ont accompagné ce monsieur Alpha Condé au pouvoir. Nous avons eu beaucoup d'espoir. On a investi beaucoup d'espoir à Alpha Condé. Il est venu sans aucun mécanisme d'outils. Il est venu avec un projet politique qui ne répond pas aux problèmes guinéens. C'est pourquoi, si on me met dans son logiciel de gouvernance, je ne me reconnaîtrai pas. C'est pourquoi l'invalidité de ma présence, de mes compétences, ne vont pas répondre dans le logiciel d'Alpha Condé. Oui, Alpha Condé, j'en viens. Oui, Alpha Condé est synonyme d'échec pour la Guinée. C'est ce qui... Parce que quand vous venez au pouvoir, étant enseignant, la première des choses, c'est de mettre en place une politique de réforme éducative dans le pays. Si l'enseignant a été incapable de réformer le système éducatif guinéen, dans quel domaine il pourrait être capable d'améliorer? Voilà la première question qu'il faut se poser. Qui est Alpha Condé? Est-ce que ce monsieur est capable, c'est-à-dire d'évaluer les compétences, c'est-à-dire des cadres qui gèrent aujourd'hui le pays? Oui, mais si vous êtes capable et qu'il vous demande... Je ne travaillerai pas avec monsieur Alpha Condé. Vous pouvez, c'est-à-dire, j'aimerais que cette propagation résonante passe dans toute la Guinée, que M. Sissavani, tant qu'il est président de l'URG, il ne travaillera pas dans le gouvernement d'Alpha Condé. Oui, parce que je sais que c'est synonyme d'échec. Ce que vous oubliez, si vous êtes appelé aujourd'hui, vous avez fait un bon moment en France, on sait que vous avez de l'expertise notamment. D'accord. Alors, vous êtes appelé par le pouvoir pour l'aider dans tel ou tel domaine. Vous le faites, ce n'est pas forcément pour le pouvoir. Vous pouvez aussi aider voilà l'utilité que j'allais... 2020. Alors est-ce qu'allez-vous accepter ou pas? Je vais vous donner cette contribution. J'ai rencontré 3 leaders politiques dont je ne citerai pas de nom. Qu'est-ce que je les ai dit? Voilà ce qui va nous rattraper. On est en train d'assister à une destruction totale du système éducatif national qui va rattraper n'importe quel gouvernement dans les 15 années prochaines. J'ai proposé à ces leaders politiques un projet de réforme de l'éducation nationale qu'on va soumettre au gouvernement avec la bonne volonté. C'est-à-dire c'est une proposition. S'ils acceptent qu'on puisse apporter cette réforme, c'est de voir comment innover nos écoles. On vous a dit quoi? Comment? Non, c'est une proposition. Attendez, c'est une proposition de l'URG. Je vous ai dit, nous nous battons tous pour être là en 2020. Mais est-ce que vous savez bien
qu'il y a un élément qui puisse nous empêcher d'atteindre notre objectif une fois au pouvoir. Parce qu'on veut tous le bien-être des Guinéens. C'est le système, c'est la décision du système. Je dis, qu'est-ce que nous proposons? Commençons déjà à proposer à ce gouvernement cette réforme. Innover nos lycées. J'en viens. Rendre déjà à la base maternelle, c'est-à-dire l'école primaire déjà, c'est-à-dire des élèves bilingues. Parce qu'aujourd'hui, le français n'est pas forcément la langue internationale. Il faut le rappeler. Non, il faut le dire. Parce que, pourquoi je mets une couche là-dessus? Quand je vois un président de la République qui fustige tout simplement, c'est-à-dire l'insuffisance linguistique de nos enseignants, il faut que M. Alpha Condé comprenne que quand vous sortez de la Guinée, que si vous parlez que le français, vous êtes un analphabète aux yeux du monde. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est la capacité, c'est-à-dire de transmission du savoir qu'on peut, c'est-à-dire, qu'on peut exiger d'un enseignant. Que vous soyez professeur de philosophie, que vous soyez professeur de mathématiques, il faut que le professeur Alpha Condé comprenne que le français n'est pas indispensable. J'en viens sur, sur la réforme. J'en viens sur la réforme. C'est pas ce qui doit l'empêcher quand même de critiquer certaines réalités. Quand on dit par exemple que les enseignants il ne sait pas donner le rôle nécessaire. Quand on est président de la République, on n'est plus opposant. On passe à l'acte. Oui. On passe à l'acte. Alors, donc il est toujours dans cette posture. Il est toujours dans la posture d'opposition. Monsieur Alpha Condé ignore aujourd'hui qu'il est président de la République. Monsieur Sissavané, Alpha Condé, c'est un chef d'orchestre. Il s'est fait entourer de cadres qui doivent réfléchir et lui faire des propositions, défendre ces propositions-là. Oui, on a un ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, s'il faut tomber sur quelqu'un, c'est sur ce ministre. J'en viens. Je vous ai dit quelque chose. Je dis, le chef d'orchestre est-il capable d'évaluer la compétence de ses acteurs, des gouvernants? Est-ce qu'il est capable de savoir ce choix est tombé sur Mfali? Je le nomme comme ministre de l'Information. Quelles sont les capacités que Mfali est capable de restituer à son département? Voilà la question qu'un responsable doit se poser. Le choix des hommes est très important pour une gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance normale. À supposer maintenant que vous qui êtes porteur de ces bonnes idées pour innover dans le système éducatif guinéen, à supposer qu'on vous approche, pourquoi vous refuserez? Si vous voulez rendre service à la nation. Je vous ai dit que aucun Guinéen, quelle que soit ta volonté de réforme que tu puisses apporter à ce pays, la méthode de gouvernance actuelle est inappropriée par rapport à ton engagement de réforme. Je vais dire pourquoi. Il y a quand même certains ministres qui réussissent. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention contre Alpha Condé? Je ne rentre pas dans une sphère de préjugés, M. Ibrahima Souri, dans la mesure où on a vu dans ce pays-là, aujourd'hui, les ministres qui sont chez Alpha Condé, dont l'ordre vient pour décaisser un certain nombre de budgets pour apporter à l'amélioration de leur département. L'ordre vient de la présidence pour décaisser. On ne sait pas comment ça se passe. C'est juste une information qui vient de la présidence. Ça, je vous le rappelle déjà. Alors, par rapport à notre réforme, par rapport au système éducatif, j'ai proposé au lieu politique. Il ne faut pas que ça nous rattrape. L'emploi va avec la bonne formation. On ne peut pas les défaire. C'est impossible. Alors, donc, j'ai proposé tout simplement ce qu'on appelle l'amélioration du système éducatif guinéen en faisant, c'est-à-dire en appelant nos formateurs ce qu'on appelle l'apprentissage à la pédagogie différenciée. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie différenciée? Tous les enfants du monde entier veulent le réussir. Un enfant qui se réveille le matin, il veut avoir la bonne formation, il veut étudier dans les meilleures conditions, il veut un environnement qui puisse répondre, c'est-à-dire à l'aisance d'apprentissage. Oui, mais est-ce que les réalités du terrain aussi ne comptent pas? Est-ce que ça pèse pas un peu dans la balance lorsqu'on sait que la Guinée vient de loin? Avant 2010, il y a eu plusieurs générations qui ont été, si vous voulez, très mal formées. On a donc une situation, vous-même vous l'avez évoqué tout à l'heure, 5 ans après, on risque de se retrouver face à une situation très compliquée. Non. Est-ce que ça n'a pas été le cas aussi? Non, à ce qui concerne la réforme d'un système éducatif ou la création d'emplois, on n'a pas besoin de se dire, ben voilà, 20 ans, 50 ans, il y a eu des générations qui sont... Ben non. On appelle ce qu'on appelle la reconversion des métiers. Vous, les journalistes, vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi le choix est tombé sur vous? Vous avez cherché à gagner ce qu'on appelle l'auto-formation. Vous avez cherché ce qu'on appelle la qualification. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous a confié, c'est-à-dire la gestion de cette maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut expliquer aux Guinéens, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est-à-dire la trajectoire, c'est ce qu'on appelle la reconversion des métiers. La conversion des métiers, c'est quoi? Ça veut dire, tout simplement, un Guinéen qui a eu son diplôme en 98, en 90, dont ses compétences ne répondent plus aux besoins actuels, doit s'inscrire dans ce qu'on appelle la mise en jour. Cette mise à jour, ça demande tout simplement de se prêter à un jeu des heures de formation qui puisse être accompagné par l'État pour l'inciter à sortir de ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on appelle ça le nuage du manque d'emploi.
inciter les Guinéens à la formation. Oui. La meilleure formation, c'est la clé de l'emploi. Et l'emploi, c'est quoi? C'est un élément de base du bien-être. Vous voulez vous loger bien, trouver un emploi pour que vous puissiez être capable de régler vos factures. Voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, je rappelle, si c'est maintenant que vous il a rejoignez, esquivé une de mes questions. vous suivez Rien à cacher sur Évasion Guinée. Merci de votre fidélité. Je rappelle que nous avons comme invité ce soir Souleymane Sy Savané. Il est le président de l'URG. L'URG, c'est l'Union des Républicains de Guinée. Avec lui, nous parlons de la vision de son parti politique parce que tout simplement, c'est un homme qui a pour ambition de diriger la Guinée à partir de 2020. Alors, nous allons passer au sujet d'actualité, ces sujets d'actualité, et nous allons commencer par l'installation des élus locaux. Vous avez suivi cette actualité certainement avec beaucoup d'attention parce qu'il y a eu beaucoup de bruit qui l'ont entouré ces derniers temps. Les élus, c'est au mois de février que les Guinéens sont allés voter au compte de ces élections communales. Et c'est seulement au mois d'août qu'il y a eu un certain consensus autour de l'installation des élus locaux, ou en tout cas autour de la répartition des différentes circonscriptions électorales entre les partis politiques, notamment l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Mais plusieurs jours après, plusieurs semaines après, ces maires ne sont toujours pas installés. À l'URG, comment vous l'expliquez ? Alors, moi je commencerai par insister sur la nécessité de respecter le peuple, le vote du peuple, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure. Alors, pourquoi ce blocage? C'est la question qu'il faut se poser. Je vous ai dit qu'en Guinée, on manque, c'est-à-dire, on manque de la volonté de la mise en place des cellules de réflexion autour des situations de crise. Nous avons 10 000 conseillers à la structure. Ne tenez pas compte de mes chiffres, hein, je le sors comme ça. Hein, voilà, quoi. Ouais. Ces conseillers, quel est leur rôle principal auprès du président? Ce sont des conseillers sectoriels. Voilà, donc d'accord. Alors chaque conseiller conseille sur un domaine particulier. Voilà, d'accord, très bien. Alors pourquoi? Oui, mais est-ce que c'est Sékou Touré aussi qui gère les élections? Non, mais vous savez, il ne faut pas qu'on se voile la face. Vous savez qu'un gouvernement qui manque c'est-à-dire de l'anticipation. La gouvernance, c'est l'anticipation. La gouvernance, c'est l'anticipation. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on peut organiser une élection et qu'on soit capable de restituer, c'est-à-dire les verdicts de l'urne. C'est ce qui nous a amenés là. Oui, mais il faut se poser aussi d'autres questions. Non, j'en viens. Vous parlez de résultats. J'en viens. S'il y a un contentieux électoral, oui, d'accord. En fait, peut-être qu'on va se comprendre. Vous parlez de résultats. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas donné les vrais résultats ou le problème se pose au niveau de l'acceptation? Absolument. Parce qu'il y a ça également. Absolument, parce que tout ce qu'on est en train de dire gravite, tous les problèmes qu'on est en train de mettre gravitent autour d'un seul problème. C'est les conditions dans lesquelles l'élection a été organisée. Ça, et secondo, c'est-à-dire, c'est la démarche qui a été mise en place après les élections. Pourquoi nous nous mettons autour d'une table pour négocier les résultats d'une élection libre et transparente? J'en viens. Alors, le blocage se trouve à quel niveau? Pourquoi jusqu'aujourd'hui on ne peut pas élire? Parce que si un gouvernement s'inscrit dans quoi? Dans l'opacité, c'est-à-dire des prises de décision. Donc je pense que lui-même, légalement, il se reproche quelque chose. Donc c'est pourquoi, quand on doute de soi, donc ça veut dire qu'on n'est pas capable, c'est-à-dire de prendre des décisions qui puissent être à la dimension du besoin électoral. Oui, mais au nom de la paix. Au nom de la paix. Pourquoi parfois il ne faut pas lâcher du lest? Parce que là, après ces élections, il y a plusieurs quartiers, il y a plusieurs quartiers qui se sont embrasés. Et c'est ce qui a conduit les acteurs à se retrouver autour d'une table. La périodicité de la délinquance électorale est basée sur quoi? Par tout simplement, c'est-à-dire un véritable manque de volonté, c'est-à-dire de rendre aux Guinéens la transparence électorale. Et cela dépend de qui? Ça dépend de qui? Ça dépend de la gouvernance actuelle. Ce sont eux qui sont à la base de cette démarche nébuleuse qui empêche le Guinéen d'avoir accès aux résultats des urnes. Et paradoxalement, moi, c'est que je propose. Même la mouvance avait aussi des désidérata par rapport à ces élections. Oui, mais qui c'est qui gère? Qui c'est qui gère? Il y a une institution, il y a une organisation qui s'occupe de l'organisation des élections. Oui. Si cette organisation n'a pas répondu, c'est-à-dire aux règles, c'est-à-dire qui ont été données par notre code électoral et qui est un contentieux, qu'on puisse essayer de saisir la justice pour régler, mais c'est-à-dire le côté nauséabond qui empêche les Guinéens d'avoir confiance aux élections prochaines en Guinée, c'est le fait de s'asseoir autour d'une table, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire à cause de quelle paix?
Qu'est-ce qui est à l'origine, c'est-à-dire du déficit des pères dans un pays? Oui. Mais c'est parce que c'est la mauvaise volonté de faire les choses telles qu'on devrait les faire. C'est tout ce que moi j'exige. De part et d'autre, au niveau de tous les acteurs Non, politiques. mais vous ne pouvez pas. Là, je vais me porter l'avocat de l'opposition républicaine dans ce sens. Ce n'est pas l'opposition républicaine qui a organisé, c'est-à-dire qui a la quasi-totalité de l'organisation des élections. Mais l'opposition aussi a ses représentants. Oui, ils ont leurs représentants. Mais quelle est la garantie d'observation qu'on a mis à leur disposition afin qu'ils puissent vraiment essayer de restituer au peuple la transparence, c'est-à-dire l'angle transparent des résultats. Voilà, c'est la question. Mais là, c'est pas forcément. C'est pas forcément une raison. Chaque parti politique doit se doter. Je me suis informé. D'après les bonnes sources d'information, j'aurais appris dans certains bureaux de vote qu'à la fin des élections, ce qui s'est passé en dit trop. Dans la mesure où, c'est-à-dire certains bureaux de vote, l'urne a été complètement disparue, les urnes ont disparu. Qu'est-ce qui se passe derrière? Nous connaissons quelle mascarade électorale que les gens-là sont capables de faire dans ce pays-là. Voilà. Donc, n'encourageons pas ce qu'on appelle la délinquance électorale. D'accord. Monsieur Savané, un accord que certains acteurs appellent le deal politique a été scellé entre les deux partis traditionnels, le RPG Arc-en-Ciel et l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et à la suite de ce acte, il y a des soubresauts qui ont éclaté, notamment à Kindia, où le représentant de l'UFDG aujourd'hui est récusé par les habitants de cette localité. Quelle est votre lecture de ce qui se passe à Kindia et quelles propositions naturellement faites-vous sur cette situation pour une sortie de crise? Alors, dans quel pays du monde entier, c'est vrai qu'il y a des contentieux électoraux dans le monde entier, dans quel pays du monde entier, après les élections, et que le peuple de Kindia est un peuple qui réclame, c'est-à-dire le résultat des urnes. C'est dans cette démarche-là que la population de Kindia s'est inscrite. Dans la mesure où, qu'est-ce qui a été dit à Kindia? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas donner, c'est-à-dire, si vous voulez bien, la teneur, c'est-à-dire à coloration différente dans les différents, c'est-à-dire dans les différentes sous-préfectures de la Guinée. On ne peut pas faire un deal à Matam et qu'à Kindia, on fait un autre deal avec une couleur aussi différente que le deal qui a été conçu à Matam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit, par exemple, à l'Abbé, il n'y a pas d'accord. Restitution au peuple, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est-à-dire leur raison, c'est-à-dire le résultat de Lyon. On appelle ça de la justice. Et si on veut établir une saveur d'injustice à Kindia, le peuple de Kindia a bel et bien raison de dire, écoutez, c'est le gouvernement et votre parti politique qui nous a mis sur cette onde des injustices, pour que nous stoppions, pour stopper cette onde d'injustice, nous disons non, c'est nous qui allons maintenant dire, voilà, c'est tel qui peut être maire à Kindia, c'est tel qui peut être maire à Dubreka. Pourquoi le peuple, la population de Kindia a pris la décision de dire cela? C'est parce qu'on n'a pas respecté les règles d'élection. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut remplacer le choix de l'UFDG? La solution, si nous n'avons pas les moyens, ça il faut le dire parce que c'est une question de moyens. Si nous n'avons pas les moyens c'est-à-dire de rétablir le peuple de Kindia dans ses droits, alors il faudrait que nous trouvions des moyens c'est-à-dire à travers les élus, c'est-à-dire les conseils communaux qui sont sur place, de discuter, ils vont trouver le problème, la solution au cas Kindia. Ce n'est pas, c'est-à-dire à eux de décider. Si vous voulez bien, on a habitué aux Guinéens un certain nombre d'accords. Donc, appelez les sages de Kindia, appelez les acteurs de Kindia, ils vont essayer de voir la solution qui puisse être équipée. Avec l'UFDG aussi. Non, j'en viens. C'est un acteur important. J'en viens, mais je vous dis, qu'est-ce que le peuple de Kindia réclame? Il réclame tout simplement le résultat sorti des urnes. C'est ce qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer à le devoir citoyen de Kindia. Donc c'est ce qu'il réclame. Il ne réclame pas autre chose. Moi, ma proposition est claire. Si on ne peut pas donner le résultat, c'est-à-dire sorti de l'une, qu'on appelle les acteurs à partir de Kindia avec les sages qui trouvent une solution pour trouver le problème Kindia. Oui, mais ce n'est pas l'accord Nozayabon qui a été conçu ici qui puisse vraiment mettre les Kindiaka dans leurs besoins satisfaisants. Oui, mais M. Savané, moi j'ai un problème. On est dans un état de droit, ce qui nous amène bien entendu à être respectueux des principes qui régissent le fonctionnement de cet état. Il a été clairement établi par notre code qu'après les élections communales, il y a les cours et tribunaux qui doivent statuer. Si déjà vous reprochez, ou en tout cas vous estimez que vous avez été léger, vous êtes parti devant les juridictions compétentes, on a tranché,
est-ce que vous pensez qu'il serait encore judicieux de demander d'autres résultats? On a dépassé le cadre légal dans cette histoire-là. Le devoir. On n'est plus dans la loi. En fait, notre devoir, c'est le droit que les autres ont sur nous. Vous avez parlé d'un certain nombre d'appareils qui puissent régler la situation contentieuse quand il y a un problème comme ça. Comment gérer? Mais vous savez que, bien que vous avez parlé d'un mot, pour moi, c'est un mot d'accroche. Le mot d'accroche, nous avons des appareils judiciaires. Quel a été leur rôle dans le contentieux électoral? Est-ce qu'ils ont tranché avec des preuves la décision qui a été prise à leur niveau? C'est ce qui a fait que les autres partis ont douté de la fiabilité de la décision qui a été prise par c'est-à-dire par nos appareils judiciaires. Mais pourquoi on peut accepter, M. Savané, les résultats donnés par exemple pour la présidentielle par la Cour, des résultats validés par la Cour constitutionnelle? Pourquoi on accepte ces résultats et on n'accepte pas les résultats qui ont été donnés cette fois pour les communales? Vous voulez encourager ce qu'on appelle quelque chose de mascarade électorale? Non, c'est juste une question que je vous pose, M. Savané. Alors, vous savez que je vous ai dit, je vous réitère encore, nous devons inculquer la culture de justice au Guinée. Rendez au peuple, c'est-à-dire il faut que nous, c'est-à-dire dans nos fibres de démarche, si vous voulez bien, dans nos fibres de sanguin, il faut expliquer aux Guinéens qu'est-ce que c'est que la justice. Oui, mais quand dans un pays... Ces contentieux n'ont pas commencé que par les communales. La présidentielle également, presque tous les candidats ont porté des recours. Alors c'est pourquoi, à partir du moment où l'URG s'est lancé en politique, nous allons avoir des moyens légaux, enfin, c'est-à-dire pour qu'on puisse empêcher ce qu'on appelle la délinquance électorale dans ce pays-là. Pour aller aux élections, mettez-vous dans les conditions nécessaires et suffisantes pour que, c'est-à-dire les élections puissent être dans les meilleures conditions. Pourquoi je le dis? C'est ce qui peut garantir la stabilité dans un pays. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas à chaque fois attendre au bout de compte, dire que tel a fait ça, tel a fait ça. Prenez les mesures pour éviter d'être dans une situation d'instabilité. Alors, monsieur Savané, le 28 août dernier, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui a été nommé le 21 mai dernier, a eu 100 jours. À l'URG, quelle analyse, quelle lecture faites-vous de son bilan politique, bilan économique et sur le plan social aussi? Merci, je valide la question. Vous savez que les 100 jours est une tradition maintenant pour toute gouvernance qui se lance dans la mesure où, dans une gouvernance politique, je rappelle ça. Mais alors, commençons par rappeler d'abord, avant de polariser déjà, le bilan de M. Kassori Fofana. J'aimerais vous poser une question. Qui est Kassori Fofana pour ce pays? M. Kassori Fofana, si vous voulez, si je mène un parallèle, c'est le Victor Lustig guinéen. Vous savez, l'homme qui a essayé de vendre la Tour Eiffel. Vous savez, l'escroc international. Kassori, c'est un acteur qui a contribué à la destruction de l'économie guinéenne. Il faut rappeler. Est-ce que vous en avez la preuve? Je savais que vous allez me sortir. C'est clair. Vous allez me sortir. Est-ce que vous avez les preuves? Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Vous savez bien que nous n'avons pas besoin d'un outil qui puisse vraiment nous pointer, c'est-à-dire nous éclaircir déjà qui a fait quoi dans ce pays-là. Il faut que nous sortons dans ce jargon de dissimulation. Nous avons besoin. Oui, mais vous êtes acteur. On ne peut pas. J'en viens. Il faut que surtout nous que vous êtes acteur politique, il faut brandir la preuve. Alors j'en viens. Vous savez que nous sommes dans un pays. Je ne fais pas d'extrapolation ni de conjecture par rapport au détournement des deniers publics dans ce pays. Vous savez bien que tout cadre guinéen qui est incapable de justifier la source de sa fortune, c'est un délit. Dans le monde, j'en viens. Aucun cadre guinéen ne le fait. Dans le monde entier, quand vous êtes incapable, que vous soyez cadre ou citoyen, tout citoyen qui est incapable de justifier le fond, la source de sa fortune, c'est un délit, c'est une infraction. Donc, c'est pourquoi l'URG a eu l'ambition de mettre ce qu'on appelle un comité d'enquête pour mettre la transparence sur les détournements des deniers publics les 4 décennies. J'en viens, s'il vous plaît. Sauf que vous ne dites toujours pas quelles sont les preuves. Laissez-moi mettre une couche. L'URG n'est pas aussi une institution. J'en viens. Voilà, qui soit même. Vous savez ce qu'on appelle la traçabilité. La traçabilité, c'est un outil qui permet de nous, c'est-à-dire de nous tracer, c'est-à-dire la démarche linéaire de qui a fait quoi dans ce pays-là. Notre démarche, c'est quoi? C'est pour expliquer, c'est-à-dire évaluer, c'est-à-dire après avoir justifié, c'est-à-dire que vous avez présenté vos biens, par exemple, il faut que vous soyez capable, parce que si l'enquête, c'est-à-dire s'oriente vers vous, dites-nous comment vous avez eu votre argent, votre source de fonds. J'en viens, s'il vous plaît. Si nous prenons les choses dans le sens de sérieux, je pense que il y a pas mal de leaders politiques ici. Il y a pas mal d'hommes politiques qui vont échapper à notre filtre d'enquête, c'est-à-dire qu'on va mettre en place. Pour le cas Kassori particulièrement.
quand vous demandez, il faut que la mémoire, c'est la béquille de l'intelligence. Il faut rappeler déjà. Apprenons aux Guinéens, c'est-à-dire de tirer la ficelle de mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a 10 ans, M. Kassori Fofana était, plus de 10 ans d'ailleurs, hein, plus de 10 ans d'ailleurs, il faut le dire, hein, voilà, a été ministre des Finances dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, vous allez me demander de poser des éléments clés qui puissent vraiment témoigner la véracité de ce qu'on est en train d'avancer. Je ne suis pas là pour argumenter aujourd'hui parce que, pour justifier aux Guinéens ce que Kassori a fait, nous avons accédé à un certain nombre de dossiers dans certains départements de la Guinée. Oui. Parce que vous savez bien que quand on dit un parti politique, il faut avoir des représentants dans tous les départements. Donnez-nous un exemple, M. Savané, s'il vous plaît. Parce qu'on doit rendre l'antenne maintenant là. Alors, un exemple que je peux dire de Kassori Fofana, c'est le dernier. La dernière en date, c'est lorsqu'il a loué un jet privé pour aller assister à une Mamaya à Kanka. Nous ne condamnons pas, c'est-à-dire le pôle Mamaya. C'est la culture guinéenne. Est-ce que c'est dans les caisses de l'État, il a pris l'argent pour louer qu'il vienne nous justifier, parce que si on vous porte une accusation à votre égard, il faut que vous mettiez dans le confort de justification, communiquer avec le peuple, lui dire oui, vous m'avez apporté cette accusation, je vous explique, je m'inscris en faux, que ce que vous dites n'est pas vrai. Oui, il est quand même important. Il faut communiquer, il faut communiquer. Il est important que vous aussi, M. Savané, avant de porter des accusations, de chercher à réunir tous les éléments de preuve. Nous avons déjà ce projet de la mise en place d'une enquête, d'un comité qui puisse vraiment mettre la transparence sur le détournement des deniers publics. Mais n'est-ce pas la première Nous avons un certain nombre d'éléments qui puissent accusatoires, qui puissent accuser M. Kassori Fofana. Alors, on va s'arrêter là, s'il vous plaît, c'est court. On est pris par le temps, largement dépassé le temps de cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour cette semaine d'ailleurs. Votre émission Rien à cacher, qui a reçu aujourd'hui M. Souleymane Sissavané. Il est le président de l'Union des Républicains de Guinée, l'IRG. Avec lui, nous avons abordé un pan de l'actualité politique, l'actualité socio-politique en République de Guinée. Grand merci à vous, Monsieur Sissavané. On vous souhaite en tout cas bon vent à votre parti politique. On espère vous retrouver en 2020 en tant que président de la République pour parler de vos 100 jours aussi. Voilà, comme on vient de le faire pour Kassori Fofana. Je vous remercie. Merci Mfali Guilabogui, merci Sekou Keita, merci à toute l'équipe technique et de réalisation. On vous donne rendez-vous lundi sur nos antennes. Bon après-midi à tous.